Bienvenue dans l'émission Libérez vos talents qui encourage des personnes ordinaires à faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons explorer le voyage inspirant de Laurent Besson et Émilie Boucher pour enrichir votre vie professionnelle. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Philbert. Alors je rappelle le principe de l'émission. Le principe de l'émission, c'est de parler d'un parcours inspirant. Et aujourd'hui, c'est un duo. Tu as participé l'autre jour à l'émission. Donc je ne vais peut-être pas te reposer la question quel est ton parcours. Mais par contre, je vais demander à Émilie de se présenter. Mais avant que tu nous dises pourquoi tu as invité Émilie. Il fallait d'abord passer le relais. Il se trouve que Émilie, on se connaît depuis un certain moment donné professionnellement et un peu personnellement. Et c'est ce que j'avais dit lors de la dernière émission. Émilie a la chance d'avoir plusieurs vies professionnelles et personnelles différentes. Et l'idée, c'était qu'elle puisse les partager. Eh ben, c'est intéressant. Bon, alors Émilie, votre parcours en quelques mots. Alors, j'ai un parcours de formation assez traditionnel. Donc, j'ai passé un diplôme d'ingénieur. Ouais. Donc, ma première expérience professionnelle, je l'ai fait dans le monde de l'automobile. Voilà, formateur des formateurs, mais voilà. Ensuite, j'ai travaillé pour un industriel dans le secteur du bâtiment. D'accord. Et puis ensuite, voilà, j'ai rejoint l'équipe. Qu'on peut dire maintenant, s'il s'appelle quoi ? Quadrinov. Quadrinov, Voilà, d'accord, c'est de TGS France. TGS France, voilà, on est un cabinet de conseil en financement de l'innovation. Et Très donc, bien. on accompagne les entreprises dans leurs projets d'innovation. Projet d'innovation, on va remercier l'IRT de Jules Verne de nous accueillir, parce que c'est quand même l'Institut technologique de l'innovation, c'est quand même intéressant, on est le lieu idéal pour ça, même symbolique. Un d'accord. écosystème, oui. Quel est ton rôle au sein de Quadrinov ? Alors en fait, moi j'accompagne des clients dans la structuration de leurs projets R&D et dans la formalisation du planning, du budget et des enjeux techniques pour les présenter aux financeurs et pour que ces projets en fait soient financés. Voilà. Et puis je rappelle quand même à nos auditeurs que Quadrinov a une méthodologie intéressante, je dirais même presque parfaite pour accompagner l'innovation. J'ai eu l'occasion avec Laurent, et c'est comme ça que je suis arrivé justement à écrire l'ouvrage « Libérez vos talents » parce que j'avais des idées justement sur comment des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Et à chaque fois, on me disait, non, faut aller à l'école, faut étudier. Mais je dis non, tout le monde a des capacités, mais peut-être qu'on peut les libérer différemment. Et il m'a aidé à creuser tout ça. Et j'ai creusé, et après, j'ai fait le bouquin. Et j'ai eu l'aide d'accompagnement pour réfléchir là-dessus. C'est quand même, il faut le savoir, parce qu'il y a plein de TPE qui pourraient t'accompagner là-dessus. Ça, faut le dire. Alors, Émilie, le principe de l'émission, alors d'abord, je vais demander à Laurent, parce que c'est lui qui t'a invité, quelle planète, alors que j'explique quand même aux éditeurs que l'émission est basée sur le livre « Libérez vos talents ». On ne parle pas du livre, mais on parle plutôt de son contenu. L'une des 5 planètes, alors la planète potentielle, c'est développer ses capacités, la passion, ses appétences, le professionnalisme, ses compétences, et puis le projet, son ambition, son étoile, et puis le perfectionnement, c'est développer ses connaissances, son savoir, etc. Laurent, puisque tu as un invité, quelle planète souhaites-tu choisir ? Alors, je ne vais pas choisir de planète. On va se laisser guider par Émilie sur le choix de sa planète. Ah bon, on va faire une entorse. On va faire une entorse. Allez. C'est gentil. Du coup, j'ai choisi la planète perfectionnement. Parfait, merci. On a beaucoup de choses à dire. Alors, pourquoi perfectionnement ? Parce qu'après avoir effectivement lu ton livre, je me rends compte que c'est vraiment en fait la phase de vie qui est importante pour continuer en fait à se former, à acquérir de nouvelles compétences et que on vit dans un monde dynamique, en évolution et que donc ce chemin en fait du perfectionnement me paraissait intéressant comme discussion à avoir ensemble. Alors avant qu'il te pose des questions, et puis si ça se trouve, il va juste te regarder, ce qui est déjà pas si mal, t'accompagner déjà. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes pour se perfectionner ? Parce à l'école, on nous apprend des matières, puis après on rentre dans la vie professionnelle, et puis on nous dit, c'est peut-être pas ce que vous allez faire. Alors maintenant, on est dans la vie professionnelle, comment se perfectionner ? Alors c'est effectivement un peu moi ce que j'ai vécu. Moi j'ai un diplôme d'ingénieur en chimie. Et donc, ah oui, là, c'est pas... Ouais. Ça, donc, en fait, j'ai fait de la pipette, j'ai fait, de la manipulation de chimie, mais finalement, quand j'ai travaillé, je ne l'ai plus fait, en fait.
parce que la vie professionnelle fait qu'on est dans des environnements différents. Et ce perfectionnement et les outils qu'il faut mettre en œuvre après sa formation et après au-delà, moi je pense que le cœur et l'envie, en fait, c'est la curiosité. C'est qu'en fait, on ne sait pas les choses pour une vie, en fait, on passe notre temps à les apprendre. Et donc, alors moi, je sais que je lis, j'écoute des podcasts, et je rencontre plein de monde, et je m'enrichis alors de mes clients, de mes rencontres. Et c'est ça, en fait, qui fait que, moi, je me sens en formation permanente. Et que j'ai pas un... tu viens de dire beaucoup de choses quand même. Tu dis il n'y a pas vraiment de méthode, puis après tu dis je lis, j'écoute des podcasts, et puis je suis en formation permanente. Donc ça fait quand même pas mal de choses. C'est quand même une sacrée spirale, comme on dit. D'accord. C'est ça, d'accord. Tu peux peut-être poser une question, Émilie. On évoque toujours cette amélioration continue, parce que quelque part, c'est ce cycle-là. Pourquoi il faut absolument vouloir s'améliorer et continuer à s'améliorer ? Parce qu'on pourrait rester avec notre bagage, notre connaissance, et dire on vit avec notre connaissance, elle est suffisante et nécessaire pour faire ce qu'on a à faire. Et pourquoi on aurait besoin absolument, dans la vie professionnelle ou même personnelle, de continuer à s'améliorer ? Alors moi déjà, j'y trouve beaucoup de plaisir en fait. À apprendre, à découvrir, à rencontrer. Déjà ça, c'est moi, c'est mon premier moteur. Et puis en fait, la vie n'est pas statique. Chez nos clients, on se rend bien compte que les produits évoluent, les techniques, les façons de travailler, les notions de groupe, en fait, de relations humaines dans les équipes évoluent. Donc, il faut aussi rester attentif à ce qui fait, à ce qui change. Et donc, c'est pour ça que c'est important de rester en mouvement, avec un socle, effectivement, qui est celui de nos talents, de nos compétences, qui fait partie de notre, du socle. Oui, mais il y a peut-être un élément supplémentaire, puisque vous allez me poser les questions. Moi, j'allais vous dire, aussi, ça permet de se perfectionner, ça permet aussi de développer sa perfection, de se perfectionner, de l'excellence, atteindre l'excellence. C'est-à-dire qu'on est toujours content quand on voit, que ce soit un peintre, que ce soit un bâtiment ou un artiste, que ce soit quelqu'un, un musicien, il veut pas faire des canards, le musicien, il veut toujours être le plus performant possible, jouer, la meilleure note possible quand même. Il y a ce côté excellence quand même. Le perfectionnement aide à atteindre vers l'excellence. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas des conditions à se mettre pour être dans cette situation-là, pour tendre vers l'excellence? Comment on fait? Alors, je crois qu'il faut déjà avoir confiance en soi et se dire qu'on est capable d'apprendre. Je pense que ça, c'est hyper important. Et puis après, il y a le droit à l'erreur, c'est-à-dire que quand on apprend, quand on expérimente, il faut accepter que des fois, ça ne marche pas comme on veut, ça ne marche pas aussi vite qu'on croirait, mais il faut réessayer et refaire et recreuser et du coup, jamais s'arrêter. Et c'est vraiment... tu vois, on voit bien qu'on est dans une approche, que finalement, dans une démarche, parce que l'erreur, ça fait partie de la réussite à venir. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est le pas. On apprend. Voilà. Et puis tomber, je dirais que c'est même bien. Parce que celui-là qui ne tombe jamais, le jour où il tombe, la seule fois où il tombe, parce qu'il grimpe, le jour où il tombe, quand il tombe de haut, ça fait mal. Alors que celui-là qui tombe, il fait une marche, il tombe, pas beaucoup. C'est-à-dire qu'apprendre à tomber, c'est aussi apprendre à recevoir les coups et puis à mieux juger, dire oh non, c'est pas ce côté-là qu'il fallait, il faut plutôt aller de ce côté-là, quoi. Donc ça fait partie de la démarche. C'est ce qu'on apprend dans certains sports de combat, le judo en particulier. On commence pas à faire du judo et des prises de judo, mais on commence à apprendre à tomber parce qu'on sait qu'à un moment donné dans le parcours d'un judoka, même de haut niveau, il aura besoin de tomber, il sera nécessaire de tomber. Donc on commence à leur apprendre par tomber. Et qu'est-ce qu'on a dit en plus dans le judo, justement? Puisque tu parles de judo, je vais rebondir là-dessus. Et on parle de perfectionnement. Une des philosophies du judoka, c'est quoi, finalement? Alors, la philosophie ultime, parce qu'il y a une vraie boucle, on parle d'amélioration continue, et ça me va bien comme idée, c'est que quand on a fini son cycle de judo, donc on commence à la ceinture blanche, on retourne on va jusqu'à la ceinture noire, on atteint un premier Graal, mais qui est une première étape dans la vie. C'est justement par un plafond de verre, on le brise et on repart à nouveau en apprentissage avec de nouvelles couleurs de ceinture. Et quand on est à l'absolu complet, c'est-à-dire quand on est grand maître, il y en a très très peu, on revient ceinture blanche. Ça montre bien tout le cheminement qu'il peut y avoir au travers de tout ça. Et
c'est un perpétuel apprentissage. D'où la méthode Kaizen. Oui, entre autres. La méthode Kaizen, c'est l'apprentissage continu du pas à pas. Mhm. Hein. Et ça, c'est quand même intéressant. Mais je crois que dans le judo, je ne suis pas judoka, mais je crois savoir que dans la philosophie, c'est qu'on se perfectionne justement, parce qu'on va en première dan, deuxième dan, les couleurs, tout on monte, Bien sûr. après première dan, deuxième dan, mais c'est que son élève soit meilleur que soi-même. C'est de faire progresser son élève, au moins Donc, autant que soi, voire plus. Eh bien voilà, Bien sûr. c'est une des philosophies. Donc, est-ce que c'est pas d'être mentor aussi, arriver à un moment, des autres, les faire grandir, quoi. C'est une question que je me pose, hein, d'accord. Et justement, puisqu'on parle de mentor, est-ce que dans la vie, il y a des personnes, des modèles, ou des personnes qui t'ont inspiré? Ça serait un peu caméléon. C'est effectivement dans mes premières expériences professionnelles, les premiers boss, ça, c'est hyper important parce qu'en fait, ils font vraiment le cadre. Donc, je garde un souvenir assez heureux et respectueux en fait de ce qu'ils ont pu m'apprendre effectivement en rentrant dans le bain de l'automobile. Et puis après, je vais piocher dans chacune de mes connaissances, dont Laurent, des choses qui me plaisent, qui résonnent. Et voilà, je n'aurais pas dire que j'ai un seul mentor, mais je pense que j'en ai eu plusieurs. Oui, puis c'est pas que des mentors professionnels. L'autre jour, on avait quelqu'un qui nous disait c'était ma grand-mère. Et donc c'était quand même intéressant parce que on peut avoir à côté de soi des sages, des gens qui ont une certaine expérience de vie. Hein, on dit d'ailleurs souvent, moi je vois dans le bon sens paysan et parfois extrêmement, on a perdu un peu ce bon sens. Et bien des fois j'avais des personnes assez âgées qui disaient fais donc plutôt comme ça, tu verras. Écoute mon conseil. Alors, au départ, on ne savait pas pourquoi, puis après on a compris. De toute façon, il ne faut pas un seul mentor. Je pense que c'est une illusion de vouloir avoir la personne idéale qui va nous guider surtout. Il faut aller se nourrir dans chaque besoin d'un expert, d'un mentor. On mettra le mot qui va bien, aussi bien professionnellement que d'un point de vue privé, de se nourrir. Je pense que c'est ça un petit peu le message qu'évoque Émilie, c'est de ne pas vouloir absolument tout prendre sur une personne, mais au contraire, aller se nourrir des autres. Moi, je rajoute un point qui est super important dans ce domaine-là. C'est aussi le fait de ne pas être en amélioration continue, c'est de se scléroser. Et c'est de bien comprendre qu'à un moment donné, à force d'être dans sa certitude de tout savoir sur tout, d'être son propre mentor, quelque part, il y a le risque de se scléroser et de finir par se tromper. Moi, j'ai eu la chance de travailler tout seul pendant 2 ans. Et j'ai arrêté de travailler tout seul parce que justement, je me sclérosais complètement. J'étais dans mes certitudes de boulot. J'étais dans mon propre cercle et je grandissais pas, j'avançais pas. Et j'ai dit, il faut que je m'entoure. Je suis un solitaire d'équipe, hein, je le dis souvent, c'est un de mes mots, mais le côté équipe prend toute sa dimension justement pour m'entourer de personnes qui vont m'aider à grandir. Du PDG au balayeur, hein, dans l'entreprise, c'est un mot qui est consacré. On peut se nourrir de toutes les personnes dans tout leur savoir-faire. Oui, puis le partage, je crois que c'est Socrate qui disait, contrairement au capital, à la terre, les connaissances s'accroissent quand on les partage. Et c'est vrai que tu partages ton idée, puis lui, il te redonne une idée en complément et que tu n'as pas pensé. Alors, si tu donnes 1 euro, si tu redonnes 1 euro, tu n'as qu'1 euro. Autrement, tu donnes une idée, tu as 2 idées, quoi. C'est quand même assez enrichissant de ce côté-là. Comment on capitalise son savoir-faire? Je vous pose cette question à tous les deux. Parce qu'on parle de perfectionnement. On ne peut pas passer l'amélioration continue. Il faut d'abord un moment, il y a des étapes. Oui. Alors, comment on capitalise ce savoir-faire? Le point important, c'est quand on se rend compte, en tout cas c'est ma façon de le percevoir, on se rend compte qu'on a fait par le passé quelque chose et qu'on le fait différemment et qu'on le fait mieux. Donc il y a cette capacité à voir et à se rendre compte. J'avais l'habitude de faire comme ça. Je me suis nourri d'autres qui m'ont dit tiens, pourquoi tu n'essaierais pas comme ça? Pourquoi t'écris en bleu? Pourquoi tu n'écrirais pas en vert? Et il peut y avoir plein d'exemples. Et c'est ce moment de bascule où on se dit tiens, oui, effectivement, j'étais dans ma certitude de savoir faire quelque chose d'une certaine manière. Je renonce à ma certitude. Je me suis nourri d'un autre qui avait une bonne idée, tout compte fait. Alors, je ne l'ai peut-être pas pris à 100%, mais je l'ai pris. Et je pense que c'est ça vraiment où on s'en rend compte. On se dit
Moi, c'est souvent mon feedback de me dire, bah tiens, Laurent, ça t'aurais fait. Il y a 1 an, 10 ans, t'aurais fait ça comme ça. Ben non, maintenant tu le fais comme ça et tu le fais grâce à un autre qui t'a donné un chemin. Alors, il t'a pas donné le chemin, il t'a donné un chemin pour y arriver en te l'appropriant. Il y a ce côté qui est important aussi, dans le côté amélioration, il y a le côté s'approprier. On a parlé de mentor, mais c'est pas un dieu vivant, un mentor. C'est quelqu'un qui t'apporte. Et Émilie, toi, comment tu capitalises ce savoir-faire alors ? Si le capitaliser, c'est le formaliser, Alors moi, je ne formalise pas du tout. Non, en fait, je pense que je nourris en fait une confiance en moi qui, au fur et à mesure des années, en fait, grandit. Parce que du coup, je me dis que je m'enrichis, j'acquiers de nouveaux savoirs, j'expérimente un peu différemment. Et j'ai l'impression en fait que je fais grandir ma confiance en moi. Et donc, je le capitalise peut-être finalement comme un enrichissement personnel et une capacité du coup d'aller encore tester des choses un peu différentes et me permettre de me donner le courage d'aller encore apprendre. Donc, tu n'as pas arrêté de me faire capitaliser tout mon savoir pendant chaque fois qu'on se voyait. Et toi, tu me dis maintenant, je ne capitalise pas. Je viens de découvrir. Je viens de découvrir aujourd'hui que j'ai eu un accompagnement pendant des années. 10 ans. Bon, en tout cas, j'ai bien fait de capitaliser parce que j'ai pu... J'ai pas dit ça, je vais me permettre, c'est justement, on voit, on a 2 approches, 2 façons, et 3 donc. Il y en a qui capitalisent, on dit souvent, il y a des gens qui ont des mémoires différentes. La mémoire olfactive, la mémoire visuelle. Moi, j'ai une mémoire écrite. Une fois que j'ai écrit quelque chose, je m'en souviens, même 20 ans après, j'ai aucun problème. Donc, c'est il n'y a pas de manière propre où tout le monde... Toi, tu as eu besoin de ce livre pour exprimer tes talents latents, ta perception des talents latents. D'autres auraient eu d'autres façons de l'exprimer. Tu t'es essayé à des conférences, tu t'es essayé à plein d'autres thèmes, et à un moment donné, tu as eu besoin de cet exutoire pour exprimer ça. Mais il n'y a pas de... Et pour le transmettre. On peut le transmettre à l'oral, on peut le transmettre à l'écrit, au travers d'un livre, au travers de plein... Il n'y a pas de... En tout cas, on n'est pas obligé de absolument obtenir un cahier de sa performance supérieure du jour. J'entends. Alors, comment on mesure justement ce perfectionnement ? Comment on sait qu'on a... comment on mesure cette progression ? Là, je pourrais parler du flow, en fait. C'est-à-dire que quand on est performant dans son domaine et qu'on a bien progressé, on atteint cet état de concentration et de facilité qui est assez agréable à vivre de temps en temps. Bon, je sors ma blagounette de l'autre jour. Mieux vaut flotter sans grâce que couler avec élégance. Donc, j'aimais bien ceci. On parle souvent de flow, mais c'est vrai que ce flow, c'est quand on est en harmonie avec sa passion et puis on ne voit pas le temps passer. C'est ça. Alors que quand on apprend, oui, effectivement... il y a une période un peu difficile, en fait, où on active ses neurones pour acquérir des nouvelles choses. Et donc, il faut mettre en face l'effort nécessaire. Et du coup, cet effort, il est récompensé ensuite en étant dans un état de flow qui est très confortable. Mais on ne peut pas se satisfaire de... Donc, il faut chercher votre flow. C'est vrai, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une mesure. Dès qu'on a atteint le flow, ça veut dire qu'on est peut-être à la limite pas de la perfection, mais on tend vers l'excellence. Voilà. OK, alors on arrive à la fin de l'émission et je pose toujours la question si vous aviez un conseil à donner, à des personnes qui veulent se réorienter. Vous savez, je dis tout le temps, il y a 8 personnes sur 10 qui veulent... qui ne sont pas satisfaits de leur travail et qui, non, c'est pas qu'ils veulent changer d'employeur, mais qui voudraient faire autre chose, mais ils ne savent pas comment s'y prendre pour se changer de travail, s'orienter. Et il n'y en a que 2 qui font le pas. Quel petit conseil que tu pourrais donner ? Alors, tout d'abord, sur oser, en fait, ne pas avoir peur d'y aller. Je pense qu'effectivement, il y a la phase de réflexion où on se dit « j'ai envie, ça ne va pas », etc. Oser, le droit à l'erreur, on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est, oui, ça. Il ne faut pas... la solution ne va peut-être pas se présenter juste après avec le job de rêve ou l'environnement de rêve tout de suite, mais quand on ressent le besoin de bouger, c'est le moment de bouger et expérimenter, en parler,
autour de soi, dans sa famille, ses proches, mais aussi évidemment l'environnement professionnel et pour aller un petit peu voilà, tester les voies possibles. Oui, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le droit à l'erreur, expérimenter, puis pas rester seul, quoi, parce que là, on tourne en rond et puis c'est comme ça qu'on rumine, quoi, en fait. Hein. Voilà, et puis qu'effectivement, si on a une période où on n'est pas bien, c'est pas là où on va se dire, je suis capable de faire plein de choses, alors qu'en fait, et l'entourage va renvoyer en fait cette image. En disant, non seulement on va renvoyer, mais on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui va dire, moi je peux t'aider. Je connais quelqu'un qui peut t'aider à faire ça. En tout cas, c'est ça qui est intéressant. Écoute, merci. Si tu avais un conseil à donner aux entreprises pour participer à ça, qu'est-ce que tu leur dirais justement à cette émission ? Eh bien, qu'elles viennent partager un petit peu leur expérience. C'est un bon moment convivial. Et pourquoi il faudrait qu'ils partagent cette expérience ? Eh bien, parce qu'en fait, on s'enrichit les uns les autres de nos échanges. Et donc, les parcours des uns et des autres sont toujours bons à partager et à échanger. Mais je vous remercie tous les deux. C'est un vrai duo. Hein, effectivement, c'est très, très bien. Et puis... je vais finir avec la célèbre phrase de Ralph Waldo Emerson, le philosophe américain. « N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. » Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle trace inspirante. Et merci encore à l'IERT Jules Verne pour nous avoir accueillis dans ce lieu symbolique. Merci, au revoir. Merci. Bonne journée.